Au milieu de décembre, s'achève cette campagne d'hiver où l'armée allemande a montré des qualités de manœuvre telles qu'elles lui ont permis de reculer sans connaître l'anéantissement, alors qu'elle se battait à 1 contre 4. Elle tient bon aussi en Italie. Les Allemands espèrent que la grande alliance entre soviétiques et anglo-saxons va craquer et qu'ils sauront en tirer profit. Mais chez Churchill et Roosevelt, l'esprit de la guerre froide ne l'a pas encore remporté sur le ressentiment et la colère vis-à-vis du nazisme et des crimes qu'il a commis. Cela se confirme aux entretiens qu'ils ont une nouvelle fois après la conférence de Téhéran. Pour commenter les actualités allemandes et britanniques, nous sommes avec Alistair Parker, qui enseigne au Queen's College de Oxford et qui, à mon avis, a écrit la meilleure histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui demande son sentiment sur la situation à l'époque où nous sommes. Eh bien, nous sommes à la fin de l'année 1943. Maintenant, pour les Allemands, il est impossible d'échapper au désastre. La seule solution qu'ils auraient, ce serait soit que l'alliance qui s'oppose aux Allemands s'effondre, que la coopération entre, d'une part, la Grande-Bretagne et les États-Unis et d'autre part l'Union soviétique, que cette coopération s'arrête, soit que les Allemands découvrent une arme secrète, puisque c'est comme ça qu'on l'a présenté, une arme secrète qui serait en mesure de détruire la capacité militaire des Alliés. Un des problèmes que devaient avoir les Allemands à faire ces actualités à l'époque, des actualités qui devaient viser à renforcer la volonté des Allemands, à maintenir la volonté de la population allemande à endurer la guerre dans cette lutte qui semblait désespérée. Une des difficultés donc de ceux qui faisaient ces actualités, c'est qu'il devait être impossible pour les autorités allemandes d'expliquer ouvertement qu'ils attendaient et qu'ils espéraient l'effondrement de l'alliance à laquelle ils étaient opposés. Parce que mentionner cet espoir d'un effondrement de l'alliance, cela aurait signifié qu'on aurait en fait affaibli ses possibilités d'advenir réellement. Et donc, j'imagine que les réalisateurs de ces actualités devaient en fait chercher des consolations pour la population allemande et maintenir un espoir artificiel pour l'avenir. Eh bien, les actualités allemandes, qu'on va voir d'abord, corroborent vos propos. In einer Waggonfabrik im deutschen Ostraum. Die aus dem Ofen kommenden Platten werden zu Federn verarbeitet. Einbau der Federn im Fahrgestell des Güterwagens. In rastloser Arbeit entstehen Tausende von Waggons für die Transportbedürfnisse des weiten europäischen Raums. 20.000 Wagen hat allein diese Fabrik in 2 Jahren hergestellt. Unsere Eisenbahnarbeiter beim Bau einer neuen Gleisanlage. Das neue Gleis wird im Stellwerk eingebaut. Die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs wird durch ein hochentwickeltes Signalsystem gewährleistet. Zu den verantwortungsvollen Aufgaben des deutschen Eisenbahners gehört im Kriege der Schutz der Transporte vor feindlichen Anschlägen. Blockstellen und Bahnhöfe im Osten sind mit Palisaden umgeben. Das Gewehr gehört hier zur Ausrüstung des Eisenbahners. Die in den riesigen Räumen von Banden verübten Anschläge können die Zugverbindungen mit der Front stets nur vorübergehend behindern.
Die Eisenbahner werden im Verein mit der Wehrmacht auch mit den größten Schwierigkeiten fertig. Eine von den Schienen gesprungene Lokomotive wird durch hydraulischen Druck wieder auf das Gleis gehoben. Die Lokomotive ist wieder fahrbereit. Wachsamkeit ist alles. Jeden Augenblick ist der Eisenbahner im Osteinsatz bereit, seinen Zug mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. In Berlin. Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller spricht zum Tag des Deutschen Eisenbahners, der in Würdigung der Leistungen der Eisenbahner eingeführt wurde. Zum Tag des Deutschen Eisenbahners bestimmte der Führer den 7. Dezember zur Erinnerung an die Inbetriebnahme der ersten deutschen Eisenbahn am 7. Dezember 1835. Tapferen Eisenbahnern wird das Eiserne Kreuz überreicht. Staatssekretär Dr. Ganzenmüller. Sechs besonders bewährte Eisenbahner belohnte der Führer mit der Verleihung des Ritterkreuzes zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern. Oberinspektor Hellenthal. Direktionspräsident Grimm. Lokomotivführer Kindervater. Er erhält die Auszeichnung aus der Hand des Jagdfliegers Hauptmann Nowotny. Direktionspräsident Lammertz. Lokomotivführer Bierschenk. Direktionspräsident Dr. Godefroy. Reichsminister Dr. Goebbels beglückwünscht die ausgezeichneten Eisenbahner. Staatssekretär Dr. Ganzenmüller gibt einen umfassenden Bericht über die gewaltigen Leistungen der Reichsbahn. Reichsminister Dr. Goebbels überbringt den Männern und Frauen vom Flügelrat für ihren bewundernswerten Einsatz den Dank der ganzen Nation. Eisenbahner sein heißt heute etwas mehr als einem x-beliebigen Berufsstand angehören. Es heißt heute, einen großen Teil der Kriegsentscheidung in der Hand haben. In dieser Stunde brausen Tausende von Zügen unter der Führung eurer Kameraden kreuz und quer durch Europa. Sie bringen Waffen und Munition an alle Fronten in die Hände des besten Soldatentums gelegt, das die Welt jemals kannte. Wir stehen fest und unerschütterlich als Volk und Nation in einem eisernen und unzerbrechbaren Ring um den Führer geschart. Eh bien, il est intéressant de voir comment Goebbels est maintenant devenu le remplaçant du Führer. Il remplace Hitler dans l'effort de soutien du moral de la population allemande. C'est presque comme si, lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, ça devient très difficile de maintenir le moral des Allemands, c'est comme si maintenant c'était l'expert de la propagande qui prenait le relais d'Hitler pour exploiter les petits succès, Hitler ayant lui beaucoup plus de mal à faire disparaître les défaites, surtout après les remarques qu'il avait faites sur Stalingrad, où il annonçait une victoire au début de 1943. Il faut dire, ce film montre que Goebbels s'en sort très bien.
Goebbels n'est pas un orateur en dessous de la moyenne, mais il dispose de très peu de substances qu'il puisse exploiter. Donc on les voit employer les grands mots, unis autour du Führer, indissolublement. An der Lapplandfront. 2 Mann der Kompanie sind mit dem Urlaub an der Reihe. Ihr Kompanieführer gibt Ihnen die besten Wünsche mit auf den weiten Weg. Zuerst müssen unsere beiden Urlauber auf beschwerlichen Wegen zur nächsten Bahnstation gelangen. Unterwegs werden alle Transportgelegenheiten wahrgenommen. Urlauberkameraden von anderen Einheiten stoßen hinzu. Auf der Urlaubersammelstelle werden die Fahrtausweise ausgegeben. Nun geht es mit der Bahn weiter. Ein kurzer Aufenthalt in einer finnischen Stadt. Er wird zu Einkäufen und zur Verschönerung des äußeren Menschen benutzt. Das Rasieren und Frisieren wird hier von Frauen besorgt. Eine kurze Seereise beginnt. Im deutschen Hafen. Hier empfängt jeder Urlauber sein Führerpaket. Nun ist der schwierigste Teil der Reise überstanden. Der Zug rollt der Heimat zu. Unsere Feldbäcker bei der Herstellung des Weihnachtsstollens. Der Festkuchen ist genauso gut geraten wie sonst das Kommissbrot. Nachrichtenhelferinnen bei der Herstellung von Spielzeug. Eine alte Hose wird in reizende Stofftierchen verwandelt. Auch bei der Marine werden eifrig Weihnachtsvorbereitungen getroffen. An der Küste des Mittelmeeres. Hier ersetzen Palmenzweige den Tannenbaum. Auch an der Atlantikküste ist Weihnachtsstimmung eingezogen. Der Großmufti von Jerusalem besichtigt musulmanische Truppen der deutschen Wehrmacht. Meldung an den Vorkämpfer der arabischen Freiheit. Die Ausbilder der musulmanischen Einheiten sind bewährte Frontsoldaten. Les Allemands, Alistair Parker, espèrent que la zizanie va régner entre les Russes d'un côté et les Anglo-Saxons de l'autre. Mais avec ces images, ils nous rappellent que la zizanie règne bien
entre les Français de Gaulle et les Anglais en Syrie et au Liban, et le grand mufti, naturellement, avec la crise qu'il y a eu il y a quelques semaines, essaye d'en profiter. Cela dit, ces images sont un peu anachroniques parce que l'Allemagne ne peut plus jouer sa partie en Moyen-Orient. Elle pouvait il y a 2 ans, au moment des grandes avancées en Égypte. Elle pouvait au moment du soulèvement de l'Irak. Mais maintenant, c'est un petit peu futile, ces images, et elles n'ont pas une grande signification. Oui, le grand mufti en Grande-Bretagne appartenait au passé. C'était un personnage qui avait été très important en 1937, lorsqu'il avait fui la Palestine, qu'il était à l'époque le leader de la révolte arabe contre les Britanniques. En 1937, le grand mufti avait conduit l'opposition arabe aux Britanniques et au comité national juif qui s'installait en Palestine. C'est donc un ennemi des Britanniques et des Juifs de Palestine que ce grand mufti, et donc il n'est pas surprenant qu'il devienne un appui d'Hitler. An der Ostfront. Auf einem Feldflughafen unsere Jäger. Der Jagdflieger wird vom Bodenpersonal beglückwünscht. Seine Maschine hat einen Treffer in die Tragfläche erhalten. Staffelkapitän Leutnant Lang schoss bei diesem Einsatz 8 Feindflugzeuge ab und errang damit seinen 100. Luftsieg. Leutnant Lang gehört als Leichtathlet und Mittelstreckenläufer zu den bekanntesten deutschen Sportlern. Der Staffelkapitän gratuliert einem seiner Feldwebel zum 50. Abschuss. Im großen Djeperbogen führte ein deutscher Gegenangriff zur Wiedereroberung der Stadt Schitomir. Der Aufmarsch beginnt. Die Benzinkanister werden aufgefüllt. Zwischendurch eine kleine Stärkung, Bienenhonig aus der Wabe. Bei schwierigsten Geländeverhältnissen werden die Aufmarschräume planmäßig besetzt. In den Ausgangsstellungen. Der Feind setzt Schlachtflieger gegen den beginnenden deutschen Angriff ein. Mehrere der Schlachtflieger werden von unseren Soldaten abgeschossen. Der deutsche Angriff in voller Entwicklung. Tigerpanzer übernehmen die Angriffsspitze. Ausgeschwärmt greifen unsere Grenadiere an. Links hinten im Bild fliehende Bolschewisten. Der Angriff ist bis zum Weichbild der Stadt Schitomir vorgetragen. Die Wirkung der deutschen Waffen.
allen Seiten ist die Stadt eingeschlossen. Nach hartem Ringen rücken unsere Truppen in Schitomir ein. Die Spuren der erbitterten Kämpfe. Der siegreiche deutsche Soldat nach der Schlacht. Nach halbjähriger Feindfahrt kehrt das U-Boot des Kapitänleutnants Füsee aus dem Indischen Ozean in seinen Stützpunkt zurück. Der Kommandant wurde vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Er versenkte 27 Schiffe mit 188.000 Bruttoregistertonnen. Der Kriegsberichter, der diesen Filmbericht von der Feindfahrt im Indischen Ozean mitgebracht hat. Delfine umspielen den Bug des Bootes. Arbeiten an Oberdeck bei bewegter See. Die Einwirkungen des Seewassers machen zumal in tropischen Gewässern eine besondere Pflege der Geschütze notwendig. Ununterbrochen sucht die Brückenwache die Kim ab. Eine Rauchfahne wird ostwärts von Afrika unter der Küste von Madagaskar gesichtet. Der Wachoffizier ruft: Kommandant auf die Brücke! Der Kommandant lässt tauchen. Im Seerohr die Küste von Madagaskar. Das U-Boot schiebt sich zwischen Küste und Feindschiff. Das Horchgerät nimmt die Schraubengeräusche des näher kommenden Dampfers auf. Da ist er! Noch ein sichernder Rundblick. Der Kommandant entschließt sich, den Dampfer durch Artilleriebeschuss zu versenken.
Alistair Parker, ces actualités allemandes sont assez curieuses. Ce petit succès-là dans l'océan Indien, c'est futile. Le grand mufti, c'était futile. Jitomir, les Russes l'ont pris, les Allemands l'ont repris, les Russes l'ont repris, les Allemands l'ont repris, ça n'est pas important. Comment voyez-vous vous-même ces actualités? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment. Il s'agit d'essayer de trouver tous les petits succès qu'on peut trouver parmi une défaite générale. Parce qu'après tout, les victoires remportées par les sous-marins, ce sont des victoires contre des navires isolés, loin des grands théâtres de guerre. Il n'y a plus les grandes opérations de sous-marins contre les convois importants anglo-américains qui traversent l'Atlantique. Là, les sous-marins allemands ont été complètement éliminés. Là, il s'agit simplement de petits succès tactiques qui ne peuvent que retarder un petit peu ce qui se passe, le défi russe au soutien et aux communications des Allemands pose de gros problèmes. On voit ici que la propagande allemande essaie de souligner l'importance de l'existence de cette forteresse Europe à dominance allemande. Les Allemands veulent apparaître comme étant encore capables de se défendre. Oui. Ce qui est frappant, justement, à propos de ces sous-marins dans l'océan Indien, c'est qu'il y a quelques mois encore, au début de l'année 1943, lors de la conférence de Casablanca, ce dont avaient le plus peur Roosevelt et Churchill, c'était que les forces américaines, les forts de guerre américaines ne puissent pas traverser l'Atlantique. Et maintenant, la victoire a été entièrement gagnée par les anglo-saxons. C'est vraiment un très grand changement dans l'année 1943, indépendamment de Stalingrad, bien sûr. Oui, peut-être que c'est le changement le plus important de cette guerre en ce qui concerne les Américains et la stratégie européenne. Et on va voir maintenant les actualités britanniques. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. No longer is the French fleet split up and scattered. Its days of immobility are gone. Warships which have come together from Alexandria, Toulon, British home waters, and from across the Atlantic try out their guns in exercises off the North African coast. The Mediterranean becomes a busy place as these French units, including submarines and seaplanes, brush up their technique in battle practice at sea. Two French destroyers are decorated with the Croix de Guerre by General Giraud. The honors are bestowed upon the ships for brilliant participation in Mediterranean operations during August and September. These destroyers, following their recent modernization, are today part of a fleet of quality. Alistair Parker, je me trompe peut-être, mais je crois bien que c'est la première fois que les actualités anglaises, britanniques, montrent Giraud seul. D'habitude, les Britanniques montrent De Gaulle, et c'est plutôt les Américains, n'est-ce pas, qui montraient Giraud. Est-ce que c'est parce qu'il va perdre tout son pouvoir? On le sait, il n'en a plus beaucoup maintenant. De Gaulle a gagné la partie. Mais il y a peut-être une autre raison, c'est qu'il s'agit de la marine. Et cette marine est furieusement anti-gaulliste encore. C'est le souvenir de Marcel Kébir et bien autre chose. Et pour inspecter cette flotte, Giraud, c'est la transition entre l'histoire de la France occupée et la libération bientôt. Most important warship of all is the Richelieu. The biggest battleship France ever had lies at anchor off Algiers. In July 1940, at Dakar, she had to be put out of commission by British guns. Now refitted and rearmed after 10 months in an American shipyard and in brand new fighting trim, she goes into service alongside the Royal Navy. The Richelieu is ready to add her 35,000 tons to the preponderant weight of Allied sea power. In the midst of war, Moscow takes time off to enjoy an art show in which Adolf and his pals are lampooned in a fine display of caricatures.
Soviet artists know how to use the weapon of ridicule to deflate the master race. We have an idea that Adolf wouldn't like this at all. Yes, Moscow can laugh at the prophet of the new order. Humor is a great thing, especially when directed against a nation which lacks it. This cartoon is the best of the lot. Transport for a princess over the Spanish Main. Juliana of the Netherlands travels by airliner over the blue waters of the Caribbean. She's on her way to visit Dutch Guiana and the colonies of the West Indies. Victory V inscribed in an O for the House of Orange at the St. Eustatius airfield. This is the first time Princess Juliana has set foot on free Dutch soil since the Germans drove her from her native Holland. It's a gala day with the girls dressed in the height of fashion. A royal welcome with many a strange Dutch custom brought out for the occasion. In Paramaribo, capital of Dutch Guiana, the princess reviews a military parade. Dutch and American units stationed in the colony march before the Crown Princess of all the Netherlands. Hollywood film star James Stewart is now a captain in the Air Force. Interviewed in Britain, he had this to say about his wartime job. I'm afraid I'm a little out of practice at this appearing before the camera. About 3 years ago, the first day I got into the Army, I was asked to make a statement for the newsreels. And as I remembered, I said, I'm very proud to be here, and I'm going to do my best to be useful as a soldier in the United States Army. Well, that statement still goes, except that now I have my own outfit, the Heavy Bombardment Group. So we are very proud to be here, and we're going to do our best to be useful as soldiers of the United States Army. Thank you. The spectre of death by thirst for sailors and airmen adrift at sea is dealt another blow by science. The desalter method makes seawater drinkable. Entirely chemical in action, it provides a pint of fresh water with a briquette smaller than a bar of chocolate. It has already passed its final tests and looks like supplying the answer to the greatest problem of the sea. Water, water everywhere, and every drop drinkable. Another political adventure in Italian history. Benedetto Croce is anti-King Victor, but pro-monarchist. Count Sforza sees an attempt to create an Italian Vichy and is a strong advocate of democracy. Opinions are voiced at a meeting in Naples. The attitude of the democratic groups has been strongly influenced by what they regard as the dangerous revival of fascism under the cloak of the monarchy. Count Sforza takes the line that there is no salvation for Italy under a dishonored king. He wins the applause of many, but dissentient voices are also heard as diehards of fascism and monarchist party supporters let fly. Politically, Italy is well and truly in a mess. Fascism has bounced right back at her. It's curious that the newsreel C'est étrange. Les actualités semblent prendre parti pour Sforza et s'opposer à la monarchie en Italie. Alors que Churchill, lui, ne partageait pas forcément l'opinion de la propagande britannique, puisque lui semblait avoir une hostilité des plus prononcées face à Sforza. Churchill essayait, lui, de défendre la monarchie, comme Churchill le faisait avec tous les monarques, le roi de Grèce, le roi de Yougoslavie, le roi d'Italie. Tous pouvaient attendre le soutien de Churchill. Maintenant, il y a aussi un autre aspect de ces activités qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on voit une manifestation contre le roi. Il y a quelques mois, n'est-ce pas, le roi était vraiment la personne qui incarnait le changement.
Et voilà que maintenant, nous avons une manifestation de masse, bon, pas de grande masse, mais enfin une vraie manifestation politique, où on retrouve des gens un peu de tous les horizons, parce que Sforza est quand même un traditionnaliste conservateur. On a dit qu'il était manipulé par les Américains, je ne sais pas, mais enfin, les Américains le soutiennent. Donc Churchill est contre. Et puis, il y a le philosophe Benedetto Croce, dont les Américains disent que plus conservateur que lui, on peut difficilement trouver. Mais il y a aussi De Gasperi, le futur dirigeant démocrate chrétien, qui n'est pas loin, peut-être on ne l'a pas identifié, mais il n'est pas loin. Et puis derrière, il y a les communistes, ce qui est assez curieux, Togliatti, qui a déjà négocié avec Sforza, les deux extrêmes, car Staline veut à ce moment-là une union nationale, et on n'en est pas encore au stade où seuls les communistes doivent diriger l'Europe occidentale. Si bien que ce document est beaucoup plus riche, finalement, en substance politique qu'on peut le croire. The Christmas mail from Italy in process of being written. Perhaps you've received yours already, or maybe it's on its way. Anyhow, here's the background to that aircraft, showing its passage from pen to plane. First stage in its journey home is the field post office, working just behind the front. Perhaps yours is amongst this lot. Aircraft Christmas cards ready for franking and sorting. Army mailmen see many original artistic ideas as they flip through the day's collection. APO letter sorters pigeonhole the mail in the 3-ton mobile post office back of the line. Well-filled mail bags are collected for transport to the base post office. One look at the pile of bags and you'll begin to realize the amount of work entailed. Main entrance to the airport. Big aerial freighters carry the tons of letters to be micro-photographed. Instead of these stacks of mail being flown to Britain, the whole lot is condensed onto film, which can be carried in one fast-flying plane. That's service by Christmas. Over 12 months ago, Hitler was thwarted out of stealing over 230,000 tons of naval shipping. Captured enemy newsreel pictures showing the French fleet smoking and flaming in Toulon Harbour, scuttled when their crews refused to turn them over to Hitler. 44 warships rent open by explosion, sunk and sabotaged. This destruction followed immediately on Hitler's march into Vichy France. Until the surrender of the Italian fleet, here was the worst naval setback the Germans had suffered in this war. They claimed the battleship Strasbourg, only partly sunk, would be saved, but it has made no appearance since. Crucified France proved that she could still cause injury to her enemy by this heroic action at Toulon. It's curious that Ce qui est étrange, c'est que ce sabordage de la flotte française en rade de Toulon est présenté comme une sorte de réussite de la résistance française, alors qu'il est évident que ce n'est pas le cas. En fait, il apparaît clairement qu'il s'agissait beaucoup plus d'une défaite aussi bien pour les Britanniques et les Américains que pour les Allemands. C'est-à-dire qu'à Alger, les autorités françaises espéraient que la flotte française parviendrait à les rejoindre et rejoindre les combattants de la France libre sous l'autorité d'Alger. Et le sabordage de la flotte représente vraisemblablement, de la part des marins français en rade de Toulon, vraisemblablement autant une défense vis-à-vis d'Alger que vis-à-vis des Allemands. C'est une expression d'hostilité de la part de ces marins à Toulon, certainement vis-à-vis des Allemands, mais aussi hostilité vis-à-vis de Gaulle et des Britanniques qui le soutiennent. C'est d'ailleurs tout à fait curieux, cette histoire de Toulon. Ça a eu lieu il y a plus d'1 an. On nous en montre les images maintenant, on ne les avait pas vues auparavant. Ce qui est curieux, c'est que, d'abord, Hitler est furieux. Bon. Il est furieux et il dit, regardez, quand les anglo-saxons ont débarqué en Afrique du Nord, les Français n'ont pas coulé leurs navires. Là, ils les coulent. Premier point. Les Anglais et les Américains sont satisfaits parce que, disent-ils, comme ça, la flotte allemande ne sera pas renforcée par cette partie de la flotte française. Bien.
Et pourtant, les Français ne sont pas contents de cette histoire. Parce que, au fond, ils eussent préféré que la flotte de Toulon rejoigne soit Giraud, soit de Gaulle, enfin les forces françaises libres. Mais l'amiral qui commandait, lui, obéit aux ordres. Auffandt avait dit, si les Allemands veulent prendre, Pétain et Auffandt avaient dit, si les Allemands veulent prendre la flotte, vous sabordez. Il obéit aux ordres. Et il dit, on va tout de même pas donner la flotte à l'étranger. C'est-à-dire qu'il considère que de Gaulle, Giraud, c'est la dissidence étrangère. Nous sommes en pleine guerre civile franco-française. Mais les Français, et beaucoup de marins, je crois, et même l'amiral Marquis, et puis d'autres, n'ont pas approuvé ce comportement de l'amiral Laborde, sans estimer pour autant Darlan à Alger. Ils eussent préféré que la flotte devienne vraiment libre. Western Desert Salvage Yard. North African battlefields are still giving up hundreds of tons of scrap metal and replacement parts from the knocked-out vehicles being collected. Gangs of mechanics strip them down and stack the parts in neat rows. You can get a replacement mudguard here. Chassis frames, or if your petrol tanker sprung a leak, you take your pick. Rear axle housings, engines and gearboxes, steering wheels, and if you're down to the canvas, a set of tires, a line of radiators. It's the biggest open-air spare parts department ever. Men enlisted into the United States Army Air Forces are in hot water. It's all part of what they call a safety program. A petrol fire blazing on the water surface or a jump into an ocean filled with debris will be easier to take after these preparations for wartime fronts. Pilots, gunners and navigators learn how to jump with clothes on fire. The sad part about it is that their girlfriends think they're going through fire and water for them. Misting. Now a mattress cover used as a life preserver. The whole thing has been brought to a fine art. A simple expedient such as this can keep 16 men floating indefinitely. It's the Army's turn now to sample the battle course. Training along these lines is based on the theory that survival belongs to the fittest. Keep your head and you won't lose it. Baltimore's over the Sangro River. The Fifth Army, in preparation for a push towards Rome, called upon the Tactical Air Force to bomb certain areas in which the Germans had concentrated somewhere in the region of 500 guns. Being well concealed, the only way to make sure of stirring them up was to pattern bomb the whole area. There was also the secondary purpose of making the Germans bomb dizzy. The bomb pattern smothered the target area, overlapping onto the road running south from Casino. The bomb aimers pressed button A and got their money's worth. Three out of 4 German bombers destroyed in a recent raid over Britain were shot down by Canadian night fighter Pilot Officer Schultz on the right, interviewed here with his observer, Flying Officer Williams. I know that things happened pretty fast last night. If you don't mind, I'd like to get an impression of the what it felt like to knock down 3 DOs in one night. It's a bit of a record, isn't it? Well, I think someone else has done it, but we're very happy to do it again. Well, Vern, would you mind telling me how it all happened, like from takeoff and where you went and what happened there? Well, we were airborne over base here, and we got off the coast. We controlled up and down, and suddenly we got orders to investigate an aircraft that might prove to be an enemy. And we did. It turned out to be a Dornier. We got a beautiful silhouette against the cloud. Mm-hmm. And Rain, the pilot here, proceeded in short order to shoot him down. Then I had a hard job trying to hold him on a seat because he kept on jumping up and down. Then we asked them if there was anything else doing, and they said stand by, that something else might be coming, so we waited, and then I think, Rain, I think you can take on from there. And how did you run into the third one? You mean That's last the second night? one tonight, yeah. Oh, the second one. I started to close in, and I almost overshot him. I realized it was getting too close last minute, and just pressed down the button.
he blew up, and I went right through where he had been. And from there, how did you spot the third? Well, the third, we, as usual, just closed in, and I figured the sea was his limit, and that's where I got him. Congratulations, fellas. It was a wizard show, and all the boys in the squadron are very proud of the work you did last night. Thank you, sir. General MacArthur's offensive in New Guinea was crowned with success when Australians followed up the capture by American paratroops of the Markham Valley, gloriously expansive after the steaming, sweating jungle. Signalers have maintained communications under difficulties. To be able to lay a line like this instead of hacking away through the jungle is money for old rope. Now they're up against a new obstacle. Swift-flowing rivers have to be forded. More than one man has reckoned it was a job for the Navy in the first place. The campaign in this territory has been greatly assisted by the loyalty and help of the natives, who are doing stout work as carriers. In the Markham Valley area, a new type is met with. It's said that they were headhunters not so long ago. Maybe they still crack a cranium on the quiet. Here's a problem for the engineers, a mountain torrent that has to be crossed. It has a 12-knot current. It's marvelous what they can do with a few tree trunks, a wire cable, and the vulgar boatman. Captured uniforms disclose the reason why Jap Marines fought with their backs to the wall. À l'Est Parker, on a vu des actualités allemandes qui étaient sur la défensive d'une certaine façon. Comment voyez-vous les actualités britanniques? Well, both films, the British Eh bien, en fait, as well as the German, les deux films, l'allemand comme l'anglais, en appellent à la patience. Les Allemands demandent à la population allemande d'être patient pour supporter toute une série de défaites. Du côté britannique, on demande à la population d'être patiente et d'attendre une victoire qui va être encore longtemps différée. Et dans les deux cas, on prête beaucoup d'attention au soutien du moral. On encourage les démonstrations d'inquiétude des autorités pour le moral des troupes. Il y a le courrier de Noël, les cadeaux. Mais dans le film britannique, par contraste au film allemand, on voit les préparatifs de la victoire. Dans le Pacifique, les troupes de MacArthur avancent peu à peu en Nouvelle-Guinée, se rapprochent de leur objectif suivant, qui est la conquête des bases dans les Philippines pour pouvoir lancer leur assaut sur le Japon. En Italie, les actualités britanniques montrent l'emploi énorme de la supériorité matérielle des Alliés pour déloger les troupes allemandes qui sont tactiquement supérieures. Et puis, les actualités montrent, sans les mentionner expressément, les préparatifs, les entraînements à un assaut sur les côtes défendues par les ennemis. Donc, on se rapproche d'une invasion par la mer. Cela dit, comme les succès pour l'instant se font un peu attendre et que les seuls, non pas succès, mais les seules grandes avances viennent des soviétiques et que ces grandes avances deviennent presque inquiétantes, cette fois-ci, les Anglais n'en parlent plus. Merci à Lester Parker pour votre analyse des documents allemands et anglais de cette fin d'année 1943. La semaine prochaine, nous verrons des actualités soviétiques et françaises.
Transit, le magazine de la rédaction d'Arte. Dimanche, je vous invite à une soirée exceptionnelle. Nous tenterons d'ouvrir un corridor de la parole et de l'image entre Sarajevo et le Conseil de l'Europe, où seront réunis 500 représentants de l'Europe démocratique. De Sarajevo, et sans intermédiaire, des journalistes indépendants et des personnalités bosniaques engageront le premier dialogue direct avec nous. Une grande soirée où il sera bien entendu question de solidarité, mais aussi de responsabilité des uns et des autres dans le drame qui se joue là-bas. Rendez-vous donc dimanche à 20h30 sur Arte. Transit spécial Sarajevo, demain sur Arte. Samedi, documentaire grand format. La France était leur terre d'asile. En 1943, ils ont pris les armes pour la libérer de l'occupant nazi et du régime de Vichy. C'était la 35e brigade des partisans immigrés de Toulouse. Ni travail, ni famille, ni patrie, témoignage des survivants. Pays de Galles, années 90. Chômeur, désespéré et abandonné des siens, Kevin est à l'image du destin de sa vallée. Une si jolie vallée, fiction et réflexion sur une terre qui porte en elle la crise minière, le désarroi social et la perte de l'identité galloise.